Moscou possède les défenses les plus coûteuses du monde, mais dans la nuit du 17 mai, ces défenses n'ont servi à rien. Plus de 1000 drones ukrainiens ont traversé le ciel de la capitale russe en près de 24 heures consécutives. Des raffineries en flammes, des usines de missiles détruites, des aéroports paralysés. Et ce n'était pas de la chance, ni de la force brute. C'était une opération montée pièce par pièce. Et lorsque vous comprendrez comment elle a fonctionné, vous réaliserez que cette guerre a franchi un cap. Mais, avant d'expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là, vous devez comprendre une chose, parce que, sans comprendre cela, l'attaque semble impossible. Honnêtement, en quelque sorte, ça l'était. Voyez-vous, la Russie a passé des années à construire un mur invisible autour de Moscou. Des couches et des couches de radars, de missiles intercepteurs et d'équipements qui surveillent et bloquent toute menace venant du ciel. Positionnés en anneaux autour de la capitale. Aucune ville au monde ne dispose d'une protection similaire. Poutine a investi des milliards pour s'assurer qu'aucun drone, aucun missile, aucune menace aérienne n'approche du Kremlin. Le palais du gouvernement russe, le cœur du pouvoir de Poutine. Et il y croyait. Il croyait vraiment que Moscou était intouchable, que le bouclier était parfait, que la guerre pouvait détruire l'Ukraine, mais n'arriverait jamais jusqu'à sa porte. Poutine a envahi l'Ukraine en pensant que ce serait comme un simple défilé. Mais 4 ans plus tard, nous voyons quelque chose de très différent. Maintenant, c'est Moscou qui se réveille au bruit des explosions. Arrêtez-vous pour réfléchir. Des milliards ont été investis dans le bouclier le plus cher de la planète. Il a été développé pour abattre des drones qui coûtent moins qu'une voiture d'entrée de gamme. Tu sais déjà comment ça va finir, non ? La vérité, c'est que cette croyance a été la plus grande erreur stratégique de Poutine en 4 ans de guerre. Ce n'est pas la première fois qu'un pouvoir absolu chute parce qu'il se croit invincible. Pendant qu'il construisait le bouclier, l'Ukraine étudiait chaque faille de celui-ci. Pensez-y, si vous vouliez traverser la défense aérienne la plus dense du monde, par où commenceriez-vous ? La réponse de l'Ukraine a surpris tout le monde. Des heures avant le décollage des premiers drones, un événement survenait dans les rues de Moscou. Des agents du groupe Atesh, un réseau de résistance pro-ukrainien opérant à l'intérieur même du territoire russe, se déplaçaient en silence dans les districts de Poutilkovo, Kommunarka et Domodedovo. C'était une aube froide. Les rues étaient désertes, aucun uniforme, aucune arme visible, seulement des outils. Et la certitude que ce qu'ils allaient faire cette nuit-là ouvrirait le ciel de Moscou à des centaines de drones. Leur cible n'était pas des soldats, mais des tours de communication. Des tours qui semblaient ordinaires de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, abritaient les modules électroniques responsables de la détection des objets volant à basse altitude. Comme les drones, et transmettre ces données en temps réel au système de défense aérienne de Moscou. Quand ces tours sont tombées, une partie du ciel de Moscou a été aveuglée. Des couloirs invisibles se sont ouverts. Et c'est précisément par ces couloirs que les drones sont entrés. Poutine a construit le bouclier le plus cher du monde. Mais il y avait des gens à l'intérieur de sa propre ville prêts à le désactiver de l'intérieur. Puis les drones sont arrivés. Et ce qui s'est passé dans les heures suivantes va te surprendre. Il était 2 heures du matin lorsque les premières explosions ont été entendues dans la région de Moscou. Il ne s'agissait pas de dizaines de drones. Il s'agissait de centaines. Ils ont continué d'arriver pendant presque 24 heures d'affilée. La Russie a essayé de réagir, elle a activé tout ce qu'elle avait. À la fin, le ministère de la Défense russe a affirmé avoir abattu plus de 1000 drones en une seule journée. Le plus grand nombre enregistré depuis le début de la guerre. Mais malgré cela, les cibles ont brûlé. Mais savez-vous ce qui brûlait vraiment à Moscou cette nuit-là ? La réponse à cette question est aussi la réponse à une autre, bien plus grande. La Russie peut-elle encore soutenir cette guerre ? Une chose est devenue très claire après les attaques. Contrairement à la Russie, l'Ukraine n'est pas allée là-bas pour terroriser les civils. Elle est allée démanteler, pièce par pièce, l'usine qui produit la guerre russe. La première cible a été le complexe industriel Elmaz-Zelenograd.
à un peu plus de 30 km du centre de Moscou. Imaginez un quartier entier consacré à fabriquer les cerveaux électroniques des armes russes. Plus de 150 entreprises à l'intérieur d'un seul complexe, produisant des capteurs, des systèmes optiques, des instruments de précision. Les pièces à l'intérieur des missiles tombant sur les villes ukrainiennes. Cette nuit-là, des flammes oranges ont illuminé le ciel sombre de Zelenograd, et une colonne de fumée noire s'est élevée au-dessus des immeubles. Le complexe a brûlé. Peu de temps après, l'entreprise Angstream a été touchée. Elle fabrique des microprocesseurs et des semi-conducteurs. Les composants sans lesquels un missile de précision russe ne fonctionne pas. Pour le service de sécurité ukrainien, détruire Angstream, c'est détruire la chaîne de production des missiles qui tuent des civils ukrainiens. Sans puces, il n'y a pas de missiles. Sans missiles, la capacité d'attaque de la Russie commence à diminuer. Pense à l'effet domino. Sans puces, l'usine de missiles s'arrête. Sans missiles, les avions n'attaquent pas. Sans frappe aérienne, la pression sur l'Ukraine diminue. Détruire une usine de puces électroniques à Moscou affecte directement ce qui tombe sur les villes ukrainiennes quelques semaines plus tard. Mais l'Ukraine n'en avait pas encore fini. À Dubna, le centre de développement de missiles Raduga a été signalé comme cible de l'opération. C'est là que des ingénieurs russes conçoivent les missiles de croisière, les mêmes qui ont été lancés contre des immeubles résidentiels en Ukraine quelques jours auparavant. Si cela est confirmé, l'Ukraine n'aurait pas seulement attaqué les missiles, elle aurait attaqué l'esprit qui les conçoit. Et puis est venu le pétrole. La raffinerie de Moscou, l'une des 10 plus grandes du pays, responsable de 40% de tout le carburant de la région de la capitale, a été touchée. Les habitants ont filmé dehors. Des flammes s'élevaient au-dessus des murs, une fumée noire et dense. À l'horizon, le ciel de Moscou se teintait d'orange et de gris au beau milieu de la nuit. La station de ravitaillement en carburant de Solnekhnogorsk, qui approvisionne aussi bien les lignes de front que les terminaux d'exportation, a également été détruite. Le feu à Moscou n'était pas symbolique, il était chirurgical. Pendant 4 ans, ce sont les Ukrainiens qui se réveillaient avec ce bruit. Maintenant, pour la première fois, les moscovites ont compris ce que cela signifie de regarder le ciel avec peur. Le chaos ne s'est pas limité aux raffineries. Les aéroports de Vnukovo et Sheremetyevo, 2 des plus grands de Russie, ont été fermés pendant l'attaque. Près de 300 vols ont été annulés ou retardés. Des fragments de drones sont tombés près de Sheremetyevo. Pendant quelques heures, Moscou est resté paralysé. Isolé, paralysé, regardant son propre ciel en flammes. Et voici le chiffre que le gouvernement russe craint, plus que n'importe quel drone. Au cours des 2 premiers mois de 2026, les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont chuté de 47%. Les attaques ukrainiennes ont réduit de 40% la quantité de pétrole que la Russie parvient à vendre au reste du monde. La capacité de raffinage est tombée à son niveau le plus bas depuis 2009. Des responsables du gouvernement russe lui-même avaient déjà averti Poutine en privé du risque d'une crise financière encore cette année. L'argent qui paie les soldats, les missiles et la guerre est en train de s'épuiser. Et chaque raffinerie que l'Ukraine détruit, c'est un mois de plus que Poutine ne peut pas financer. Mais il y a un moment cette nuit-là qui résume tout et que les médias russes ont essayé de cacher. Au milieu du chaos, des habitants de Moscou ont filmé une explosion frappant un immeuble résidentiel. On peut voir un trou dans la façade, des fenêtres détruites, des familles paniquées. Le récit du gouvernement russe a été immédiat. Drone ukrainien, attaque terroriste, preuve que l'Ukraine tue des civils. Mais les images ont prouvé le contraire. Dans les vidéos, on peut clairement voir le moment où un missile du système de défense aérienne russe, lui-même, tiré pour tenter d'abattre les drones ukrainiens, dévie de sa cible et frappe l'immeuble. Oui, la Russie s'est bombardée elle-même. Le protecteur est devenu une menace, le bouclier un couteau. Le système construit pour protéger ses citoyens est celui qui les a attaqués. Le Kremlin peut même mentir sur ce qui s'est passé, mais la vidéo est là pour que tout le monde la voie. Voilà l'état de la défense aérienne russe aujourd'hui.
tellement surchargée, tellement désorientée, qu'elle commence à devenir un danger pour son propre peuple qu'elle devrait protéger. Et l'Ukraine le savait, car cette attaque ne s'est pas préparée en une nuit. Depuis 2022, l'Ukraine met en œuvre une stratégie que peu de gens ont remarquée pendant qu'elle se déroulait. Un système de défense aérienne détruit ici. Un radar neutralisé là-bas. Une tour de communication à Novgorod. Un module électronique à Sverdlovsk. Chaque coup, petit, isolé, presque invisible dans les gros titres. Sauf que chaque coup ouvrait un trou plus grand dans le bouclier russe. Quand il a été temps d'attaquer Moscou, l'Ukraine n'improvisait pas. Elle utilisait la carte qu'elle avait passé 3 ans à dessiner. Un analyste militaire, interrogé par le journal Kyiv Independent, a très bien résumé ce qui se passe, en disant « L'Ukraine a acquis la capacité d'infliger un type de douleur auquel la Russie n'était pas préparée. Et cette capacité ne va pas disparaître. » Alors que Moscou était en flammes, l'Ukraine a attaqué simultanément la base aérienne de Belbek, en Crimée occupée. Un système de défense aérienne détruit. Un hangar avec des radars détruits. Une tour de contrôle aérien également détruite. La logique était cruelle et précise. Pendant que la Russie surveillait le ciel de Moscou, l'Ukraine détruisait d'autres défenses ailleurs en même temps. Poutine fait maintenant face à un choix impossible. Il doit décider s'il va renforcer Moscou et affaiblir la Crimée, ou protéger la Crimée et laisser la capitale exposée. C'est une couverture trop courte. Si vous tirez d'un côté, l'autre reste découvert. Quel que soit le choix qu'il fait, il perd quelque chose. Maintenant, Poutine fait face à quelque chose d'encore pire que l'attaque elle-même. L'incertitude. Il ne sait pas quand la prochaine attaque aura lieu. Il ne connaît pas la cible. Il ignore si les saboteurs sont déjà en train de s'installer dans une autre ville. Cette incertitude a un coût psychologique et stratégique qui n'apparaît dans aucun rapport. Mais elle consomme des ressources, paralyse les décisions et ronge le commandement de l'intérieur. Peu après, Zelensky s'est exprimé, et il a été très direct dans ses propos. Il a qualifié l'attaque de entièrement justifiée. Il a dit que les drones avaient parcouru plus de 500 km, traversant la plus grande concentration de défense aérienne de la Russie. Et il a conclu par une phrase simple. « Nous disons clairement aux Russes, votre pays doit mettre fin à cette guerre. » Nous avons commencé cette vidéo en disant que Moscou était intouchable. Maintenant, vous savez qu'elle ne l'a jamais été. Ces attaques n'étaient pas une simple vengeance. C'était une démonstration. Et, pour les Ukrainiens, qui vivent sous les bombardements depuis plus de 4 ans, cela porte un nom. Ça s'appelle l'équilibre. L'Ukraine a montré qu'il n'existe plus de points sûrs à l'intérieur de la Russie. Il n'existe pas de raffinerie protégée. Il n'existe pas d'usine de missiles assez éloignée. Il n'existe pas de capitale intouchable. Elle a réalisé tout cela avec des drones moins chers qu'une voiture d'entrée de gamme. Produits dans des usines inexistantes, il y a 4 ans. C'est ça, la guerre aujourd'hui. Ce n'est plus seulement une question de tranchées dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit de savoir qui tiendra le plus longtemps. Et pour la première fois depuis le début du conflit, les vents commencent à tourner. Dans quelques années, quand cette guerre sera étudiée, l'aube du 17 mai apparaîtra comme le moment où il est devenu clair qu'aucun pays, aussi puissant soit-il, n'est à l'abri des conséquences de déclencher une guerre qu'il ne peut pas gagner. Maintenant, je veux connaître ton avis. Penses-tu que Poutine a encore une issue stratégique dans cette guerre? Ou a-t-il déjà perdu le contrôle de la situation? Laisse ta réponse dans les commentaires. Si cette vidéo t'a montré quelque chose que les journaux télévisés ne montrent pas, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. À la prochaine.